Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Acheteur, un mouton à cinq pattes. Le webinaire sera présenté par Vincent Dagnas, responsable achat du CHU de Nîmes. La présentation durera une trentaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez effectivement poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Vincent à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Vincent Dagnas. Merci Nicolas. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour tout d'abord. Donc, comme l'a précisé Nicolas, je vais me présenter très rapidement. Je suis effectivement responsable achat maintenant depuis un certain nombre d'années, 8 ans dans la fonction publique hospitalière, mais j'ai un parcours privé puis public. Je suis tombé dans la marmite des achats, passionné des achats depuis mes études. En parallèle, je fais quelques formations puisque j'arrive à une partie de ma vie professionnelle où j'essaye de transmettre et d'échanger des bonnes pratiques avec des participants dans des sessions de formation. Et je participe à la communauté achat Parcours Croisé qui a été lancée sur le métier achat il y a quelques mois maintenant par AFNOR Compétences et Nicolas en particulier. Donc, je contribue en écrivant un certain nombre d'articles sur les métiers des achats. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'évoquer 3 thèmes principaux autour de l'achat, les métiers de l'achat de demain, parce qu'on parle de l'achat, on parle d'un acheteur, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quel métier recouvre le terme de la fonction achat des métiers de l'achat, quel profil trouve-t-on derrière ces métiers de l'achat, et puis bien entendu, pour accompagner la montée en compétences, quelle formation aussi bien formation initiale que formation continue et quelles sont les évolutions, les tendances en termes de formation euh, liées à un contexte qu'on va voir tout de suite, un contexte qui fait que cette fonction achat évolue de plus en plus rapide. C'est un environnement, vous le savez, pour reprendre un acronyme, on aime bien parler en utilisant des acronymes au niveau des achats. Le monde est de plus en plus volatile, de plus en plus incertain, complexe. Donc, un acronyme qui est en anglais est l'acronyme VUCA, traduit en VICA en français, est bien entendu de plus en plus complexe en dehors de l'incertitude. La complexité du monde qui nous entoure est importante. Cet environnement, vous le savez, se numérise de plus en plus, se transforme de par l'arrivée des techniques digitales. Et ce qui fait que la fonction achat n'est pas restée complètement bloquée depuis un certain nombre d'années dans ses fondamentaux. Elle évolue, elle se professionnalise, elle monte en maturité progressivement, elle se transforme même avec l'arrivée des outils digitaux et elle intègre de plus en plus de nouveaux enjeux liés aux impacts environnementaux, sociaux de nos organisations, de nos entreprises, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Par conséquent, cet environnement extrêmement mouvant nécessite que la fonction achat bouge également en intégrant tous ces nouveaux enjeux et de manière la plus rapide possible. Le mouvement, il impacte l'ensemble des secteurs d'activité. Il est bien évident que la fonction achat, pour ceux qui s'y intéressent comme moi depuis de nombreuses années, s'est développée initialement dans les secteurs où la fonction achat était essentielle dans le modèle d'affaires et pesait financièrement au-delà de plus de 50, voire 2 tiers du chiffre d'affaires ou du compte de résultats de ces organisations. Donc, c'était les industries essentiellement dans un premier temps pionnier, les industries automobiles, aéronautiques, informatiques, électroniques, et puis petit à petit les services, mais l'ensemble des secteurs d'activité, comme je disais, sont impactés. Le secteur public, maintenant, depuis une quinzaine, vingtaine d'années pour les pionniers, se sont intéressés à cette fonction achat et évoluent petit à petit de services marché public à des services achat public ou direction achat public. Puis, bien entendu, toutes les tailles d'organisation, d'entreprises sont concernées. Même si effectivement les fonctions achats se sont d'abord structurées dans les grandes entreprises, mais diffusent maintenant dans toutes les filières, dans toute la chaîne de valeur,
dans des entreprises de taille intermédiaire comme des PME, TPE et même dans certaines startups, donc des entreprises qui démarrent. La fonction achat naît dès la création du modèle pour justement contribuer à la croissance, au développement de ces nouvelles entreprises. Un élément de contexte et d'environnement essentiel, c'est le fait que depuis de nombreuses années, ce qui aide et qui en même temps est une contrainte, on va se le dire, à la fonction achat à évoluer, c'est l'intégration de nouvelles dimensions qui arrivent essentiellement par les textes réglementaires qui s'accélèrent. Hein. Si on évoque juste le sujet du développement durable dans les achats, traduit en achat responsable ou achat durable aujourd'hui dans les axes de politique achat des organisations, la traduction de la RSE, dit autrement, au sein du métier achat, les textes réglementaires se sont accélérés, hein, que ce soit les récentes lois climat et résilience, la loi AGEC, la loi Sapin 2, les lois sectorielles, l'homme, Egalim, j'en passe, c'est les meilleurs, le numérique en novembre, le numérique responsable, toutes ces lois, tous ces textes, toutes ces normes, on voit également que l'AFNOR a été pionnier, la France a été pionnière dans le développement de la norme volontaire ISO 20400 sur les achats responsables. Tous ces éléments font partie du paysage et aident la fonction à grandir. Et vous le savez également, l'intégration de l'innovation dans les achats, mais aussi dans la commande publique est un élément clé qui, via un guide des achats rédigé par la DAE avec un groupe de travail pluridisciplinaire, plurifonction dans la fonction publique, fait en sorte que ce thème de l'innovation vient aussi s'instiller et diffuser dans le métier achat dans le secteur public. Donc, j'ai cité deux éléments essentiels qui tiennent aux contraintes, aux risques qu'on veut couvrir essentiellement par ces aspects complémentaires, mais ces textes qui se multiplient ces dernières années, sur 2-3 ans, viennent un peu bousculer l'acheteur, comme les deux images que je vous présente à l'instant viennent de l'illustrer. C'est-à-dire que l'acheteur il est un peu perdu aujourd'hui, il voit un certain nombre de textes s'appliquer, entrer en vigueur, et il ne sait plus par quel bout prendre les choses. Mais le côté positif de la chose, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est que ce cadre réglementaire vient renforcer à la fois le rôle des achats et également sa contribution au modèle d'affaires, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public. Une fonction achat qui était une fonction, on va dire, back-office, une fonction support au début de son histoire, aussi bien dans le secteur privé que public, et qui petit à petit a intégré de nouvelles dimensions de gestion des risques, de création de valeur. On parle aujourd'hui beaucoup de création de valeur, on le met à toutes les sauces aujourd'hui dans tous les métiers, mais ça a permis de passer, je dirais, d'une fonction un peu exécutante, vraiment sur des aspects purement transactionnels, d'acquérir de plus en plus de statut, si pas stratégique, au moins d'être plus reconnu en interne comme partenaire des directions métiers, qu'elles soient régaliennes ou directions opérationnelles. Hein. Donc, on parle de l'achat business partner, on parle aussi de l'acheteur ou de la fonction achat qui manage les relations externes, comme la fonction RH managerait les ressources internes. Ben, la fonction achat, elle a un rôle carrefour, elle est de par son positionnement un rôle clé à jouer. Alors, dans beaucoup d'organisations où la fonction achat n'a pas un poids aussi important que dans les secteurs que j'ai cités précédemment, il est difficile de parler de fonction stratégique, mais au moins elle est de plus en plus reconnue et elle monte en compétences. Alors ça, l'un ne va pas sans l'autre, bien entendu, un rôle renforcé, contribution de plus en plus importante, ce qui veut dire que on va attendre beaucoup plus de l'acheteur et des métiers de l'achat d'une manière générale. Voilà, il n'est pas simplement celui qui, on va le voir, au départ, était là pour optimiser les coûts,
voire réduire les coûts, tout simplement, pour réduire les prix, même dans certains cas. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui d'un acheteur, classiquement, historiquement, vous le savez tous, c'était de travailler sur la performance économique, dégager des économies. On parlait de savings. L'acheteur, il était là pour générer des savings et on mesurait le résultat de son action simplement sur les gains achats qu'il générait d'année en année sur l'ensemble des dossiers, des projets d'achat qu'il avait à gérer, des familles d'achats qu'il avait à gérer, voire des marchés qu'il renouvelait d'année en année. Son rôle, là aussi, qui est un rôle, on va dire, assez traditionnel des achats, était de sécuriser là aussi les chaînes d'approvisionnement. On l'a vu, ce rôle renforcé et mis en valeur, mis en lumière même pendant la crise sanitaire, hein, puisque l'acheteur est venu clairement sur un des fondamentaux de son rôle, hein, proche de l'approvisionneur, hein, donc aider à faire en sorte que toute la chaîne, depuis le fournisseur de matières premières ou jusqu'à l'organisation, en passant par éventuellement toutes les strates, tous les rangs de la chaîne de valeur, jusqu'à intégrer les clients que peuvent être les clients directement, les patients dans le cas d'un hôpital, les citoyens ou les agents d'une manière générale dans la fonction publique et hospitalière. Donc un rôle clé de sécurisation de chaînes d'approvisionnement. Et un rôle clé historique également dans les achats publics ou dans les marchés publics qui était de sécuriser les contrats et les marchés, de sécuriser la personne responsable de marché à l'époque. Et donc, aujourd'hui, ce rôle de sécurisation et de conformité juridique reste fondamental, reste le socle de base, mais on attend aujourd'hui beaucoup plus d'un acheteur. On attend effectivement qu'il ait un rôle clé dans le déploiement des achats responsables, on le disait tout à l'heure, et dans le développement aussi de l'achat innovant en étant la courroie de transmission et en étant un peu le capteur, le détecteur de toutes les innovations qui peuvent exister chez les fournisseurs, chez les opérateurs économiques. Donc, on voit bien que les rôles attendus de l'acheteur ont bien évolué depuis le seul rôle attendu de réduire les coûts et générer des économies, des gains achats, parce qu'on parlait de gains achats et non pas d'économie dans un premier temps. On voit bien que les deux rôles principaux qui sont mis en avant, au-delà de la performance économique que doit générer un acheteur, c'est bien de gérer les risques et de créer de la valeur, sous toutes les formes qu'elles soient, de l'innovation, du développement durable dans les achats, des nouveaux modèles pour acheter. Hein, l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de l'usage est apparue parce qu'on achète de plus en plus des solutions, des systèmes, et on développe de plus en plus des leviers complexes au niveau de l'achat, puisque tous les leviers traditionnels de massification, de mutualisation, les négociations serrées ont été actionnés. Donc, il faut bien revoir complètement la façon dont on achète pour générer des leviers un peu plus complexes et donc aider à créer de la valeur pour son organisation. Et derrière ce terme de l'acheteur, on a commencé à le dire, il y a énormément de métiers compte tenu de la diversité des organisations dans lesquelles ils s'inscrivent, compte tenu également des niveaux de maturité complètement hétérogènes selon les organisations. Les métiers, les choix d'organisation également ont fait que les métiers ont bien évolué là aussi depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et on est passé d'un acheteur, vous le voyez ici sur le petit visuel, de super négociateur, voire dans certains cas à qui on demandait de négocier au finish 3 francs 6 sous, hein, assimilé à quelqu'un qui était plus proche du marchand de tapis que de l'acheteur professionnel. Petit à petit, cet acheteur et négociateur a évolué vers un acheteur beaucoup plus stratège et beaucoup plus intégré comme un partenaire interne des décideurs et des directions métiers. Ces dernières années, ce mouvement s'est vraiment renforcé, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors, néanmoins, on va se le dire,
quand on entend un certain nombre de nos décideurs dans certaines structures, toute ressemblance avec une situation connue ou des situations connues, vous avez sans doute les uns et les autres participants aujourd'hui à ce webinaire des exemples, comme je peux en avoir de mon côté. C'est vrai que on le voit qui traîne une image encore d'administratif qui pousse des commandes et puis surtout lié à l'histoire qui lui a fait beaucoup de mal aujourd'hui pour évoluer. Ça reste une image assez ancrée, l'image de cost killer, celui qui étranglerait ses fournisseurs. Et là, dans l'automobile, il y a eu des exemples qui ont laissé des traces, effectivement, au niveau de la fonction achat d'acheteurs qui étaient attendus simplement sur l'aspect réduction des coûts et qui ont malheureusement fait que, à la demande parfois de leur direction générale, bien souvent de leur direction générale, mais qui ont fait que cette politique achat a contribué malheureusement à délocaliser et actionner des leviers de global sourcing, de mondialisation des achats qui ont fait que malheureusement tout un tissu industriel et tissu de sous-traitance dans beaucoup de secteurs en Europe occidentale est parti dans des secteurs low cost. Donc, l'acheteur cost killer reste encore une image comme l'image d'administratif qui colle à la peau de l'acheteur d'aujourd'hui et de demain. Mais heureusement, la réalité du terrain, des organisations et les perceptions sont en train de changer et ont changé déjà beaucoup dans le secteur privé, dans l'industrie, puis dans le BTP et les services. L'acheteur, on peut le dire, a gagné ses lettres de noblesse et a endossé de nouveaux habits. Il est de plus en plus proche de l'activité, du business, de l'ensemble des parties prenantes, internes comme externes. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être à même de dialoguer avec la direction financière, avec les directions des ressources humaines, les directions techniques comme la recherche et développement, la direction de l'innovation, les directions évidemment des opérations et de la direction de la supply chain dans lequel parfois il est intégré ou avec lequel il est en interface très, très étroite. Donc, on l'a dit, on constate, heureusement, les perceptions et surtout la réalité changent de plus en plus. Cette fonction est de plus en plus reconnue et surtout, on l'a vu ces 3 dernières années, à la lumière de la crise qu'on a connue, de plus en plus en croissance, en développement par rapport à son rôle initial. Par rapport à cette réalité, moi j'ai tendance à dire qu'il y a 2 tendances de fond qu'on note. On note dans les structures qui sont de plus en plus matures et qui montent en maturité et en particulier ont mené un chantier de transformation digitale, transformation numérique et qui travaillent simplement parfois que sur les outils, la digitalisation des achats. Ils ne revoient pas complètement le modèle de la fonction achat, mais c'est un premier pas. On note un mouvement de spécialisation des achats et puis l'arrivée de nouveaux métiers, de nouveaux rôles au sein de cette fonction achat. Je vais vous proposer de les détailler dans les diapos qui suivent. Mouvement de spécialisation des acheteurs dans un premier temps. Initialement, quand vous mettez en place un service achat, mettez en place une structure et une organisation achat, vous partez très souvent petit, c'est-à-dire que vous avez un acheteur qui est polyvalent et qui va traiter l'ensemble des dossiers. C'est lié aussi à la taille de la structure. L'acheteur, dans une PME, une TPE, il aura du mal à être spécialisé par famille de produits. Par contre, dans une structure un peu plus importante, vous allez avoir un acheteur polyvalent qui va se muer progressivement en un acheteur spécialisé, beaucoup plus expert de toutes les natures d'achat qu'il va acheter et qu'il va être à même d'acheter. On parle de segments de marché, donc il va être expert de ces segments d'achat. Il va être bien plus légitime aussi par rapport à ses clients internes, ses bénéficiaires, les gens qu'il va devoir servir, qui souvent ont évidemment une expertise technique. Donc, l'acheteur va devenir un acheteur spécialisé, très souvent par segment, famille de produits. On parle d'acheteurs famille, d'acheteurs filières dans certaines organisations, d'acheteurs catégories.
tout ça est effectivement traduit très souvent des termes anglais que vous voyez apparaître ici. Dans le secteur public aussi, à noter que cette spécialisation est en cours, est en cours. Elle n'est pas complètement réalisée dans certaines organisations publiques, mais elle est en cours entre les métiers de juriste marché, de gestionnaire marché, bien souvent encore dénommé rédacteur ou instructeur marché. Donc le métier, on va dire, traditionnel dans un service marché ou commande publique de juriste des marchés publics, dissocié et bien séparé du poste d'acheteur à proprement parler, d'acheteur ou acheteur public dans les structures qui mènent un chantier de professionnalisation des achats et qui mènent un chantier de montée en maturité de ces structures et intègrent la performance économique dans un premier temps de leurs achats. Ce mouvement et cette dissociation de ces deux profils de poste dans les référentiels des achats publics on pourrait en faire un parallèle par rapport à ce qui a été connu au début de la professionnalisation des achats dans le secteur privé avec la dissociation entre l'acheteur et l'approvisionneur. C'est un peu un moment où on est à la croisée des chemins. Est-ce que le juriste, on lui adjoint des compétences d'acheteur? Est-ce qu'on dissocie les deux métiers? Voilà. Et tout ça est en train d'évoluer dans les structures les plus matures. Il y a clairement des postes de juriste marché avec des intitulés parfois différents, vous le voyez, et puis des postes d'acheteurs à proprement parler qui travaillent sur le cœur de métier de l'achat, qui est l'amont de l'achat, on le reverra juste après, la maîtrise des marchés fournisseurs, l'expression des besoins et leur traduction dans les dossiers de consultation, dans les cahiers des charges, et puis l'élaboration des stratégies achats, tout ça en amont, et bien entendu derrière le pilotage en aval de la performance de nos contrats et de nos fournisseurs, de nos achats d'une manière générale. Donc, voilà pour ce mouvement de spécialisation. Deuxième point que je voulais mettre en lumière dans ce webinaire, c'est le fait que de nouveaux métiers apparaissent, métiers auxquels je pense tout de suite, le contrôleur de gestion des achats, qui bien souvent est dans les structures qui créent ce poste, assimilé entre guillemets, à un bras droit du directeur ou du manager ou des managers des achats, et parce qu'il est là pour piloter la performance achat essentiellement dans sa dimension économique de l'achat, et vous pouvez trouver un certain nombre d'intitulés de dénomination de ce poste, tels que ceux que vous voyez apparaître sur la diapo. Bien entendu, ce rôle est clé dans les structures publiques aujourd'hui qui intègrent la dimension achat dans leurs services marché public ou commande publique, parce qu'il va permettre de mieux appréhender la dimension et la performance économique des achats par rapport au classique, je le disais, dimension et prisme juridique sous lequel le métier des achats était vu dans le public. Autres métiers qui apparaissent liés là aussi à l'évolution, on l'a dit, du contexte et à l'arrivée d'une transformation numérique et des outils digitaux dans la fonction achat, des métiers qui ont trait au traitement et à l'analyse des données achats. Des métiers tels que les data managers achats, des experts ou des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont en charge de l'élaboration, la conception et du déploiement des systèmes d'information achat, ou SI achat ou SIA, les outils ou les systèmes qui vont aider la fonction achat à monter en maturité. Donc, pourquoi ces métiers sont essentiels? Ces métiers sont essentiels parce que on vit une transformation des différents métiers, on l'a dit tout à l'heure, liés au numérique, mais aussi parce que la matière première j'ai tendance à dire que la matière première d'un acheteur et de la fonction achat d'une manière générale, c'est la donnée, c'est l'information. Donc, elle est au cœur des préoccupations, évidemment, des directions achats et des directions financières. Donc, ces métiers seront là également pour faire parler les données, les analyser et mieux les maîtriser, les fiabiliser dans un premier temps, et mettre à disposition ces données dans des systèmes, dans des outils qui vont aider
la fonction achat à mieux piloter à la fois son activité de tous les jours et bien entendu sa performance, ses résultats. Donc, je cite un certain nombre d'acteurs qui ont mis en place des métiers et des rôles dans leur organisation tenant à la donnée achat et au management de la donnée achat dans les métiers achats, dans la fonction achat. Troisième métier que je voulais citer, le métier d'acheteur projet. Alors, dans l'industrie, au départ, on appelait ça des acheteurs avancés, hein, notamment dans l'industrie automobile, des acheteurs projet. Aujourd'hui, dans le secteur privé comme le secteur public, on insiste de plus en plus sur l'acheteur innovation, qui va être présent très, très en amont, là où se fait la valeur ajoutée de l'achat, essentiellement, dans les projets, dans les décisions stratégiques, avec les fournisseurs. Je dis bien avec les fournisseurs et pas contre les fournisseurs, puisque on pouvait penser historiquement que le fournisseur et les opérateurs économiques étaient contre l'acheteur et que l'acheteur était là à se battre et être en confrontation avec ceci, alors que dans le rôle de l'acheteur projet innovation, il va être au contraire et être là à bien connaître les modèles de valeur, les roadmap produits, les feuilles de route produits, les influencer de ces partenaires fournisseurs de façon à identifier de futures innovations qui vont permettre aux organisations de se différencier et d'apporter de la valeur à leur organisation. Donc, cet acheteur innovation ou cet acheteur projet innovation, c'est vraiment l'acheteur de demain et d'après-demain. On a un certain nombre d'organisations pionnières que j'ai mis en avant dans ces slides, mais vous en avez probablement d'autres en tête qui sont sur l'évolution de ce métier achat le plus en amont possible des opérations et le plus proche possible des fournisseurs pour pouvoir travailler avec les fournisseurs à de futurs modèles et à de futurs modèles qui vont permettre de donner un avantage compétitif aux organisations qui sauront travailler étroitement et être considérées comme les meilleurs clients, diraient nos amis anglo-saxons, les meilleurs clients de ces fournisseurs pour pouvoir toujours bénéficier en avance, si possible, de ces avantages compétitifs. Et puis, dernier élément et dernier type de métier qu'on voit apparaître petit à petit dans certaines petites annonces, dans certaines offres d'emploi. Alors, c'est souvent assez intéressant de regarder ce qui se passe et d'être en veille sur ce marché des offres d'emploi, puisqu'on voit souvent apparaître un peu en avance de face de nouveaux intitulés de poste. Et au-delà des intitulés, on voit bien que les missions sont en train d'évoluer, puisqu'on parle également là lié aux impacts environnementaux et sociaux qui viennent dans la fonction achat de plus en plus au cœur de ce métier, des postes d'acheteurs RSE, des postes d'acheteurs responsables même, ou des chargés de mission achats responsables qui n'auront peut-être pas forcément tout le temps simplement un rôle opérationnel, mais pourront là également mettre en musique, on va dire, la dimension développement durable dans les achats, puisque l'acheteur a vraiment un rôle clé dans la mise en œuvre de ces achats responsables. Alors, maintenant, quel profil pour répondre à ces enjeux-là, à ces nouveaux métiers? Quel profil va-t-on demander au niveau des achats? Et là, je vais m'appuyer sur deux études assez récentes, deux études faites par deux cabinets avec des associations d'acheteurs professionnels, dont l'étude de Michael Page avec le Conseil national des achats qui date de 2021 et en France, et en Angleterre, une étude menée en 2020 par le cabinet S sur les métiers et les salaires des achats et des approvisionnements avec le CIPS, qui est l'organisation professionnelle des acheteurs en Angleterre. En résumé, que retient-on, qu'est-ce que je retiens, moi, par rapport au métier achat de l'observateur de la fonction achat dans un premier temps? C'est que l'acheteur est bien souvent une acheteuse, qu'il est épanoui dans son job et puis qu'il est souvent diplômé d'une formation soit licence, soit master spécialisé en achat
ou en gestion de la chaîne logistique, supply chain en anglais. Ces compétences, vous les voyez comme moi principales pour l'acheteur de demain, 2030, puisque l'observatoire, c'est un observatoire sur le métier prospectif à 2030, ben, elles tiennent au sourcing de l'innovation, vous voyez, au déploiement des achats responsables, à la maîtrise et au déploiement là aussi du digital dans les achats, et puis lié probablement aussi à l'environnement de crise que nous avons connu depuis 2-3 ans, la possibilité et surtout le rôle clé dans la gestion des risques et du pilotage de la stratégie en situation de crise et l'analyse et la mise sous contrôle de la vulnérabilité des risques liés au réseau fournisseur. L'étude CIPS et ACE de 2020 qui met en avant 5 compétences qui vont être demandées. Alors des compétences traditionnelles, on va dire, le sourcing, l'étude de marché ou l'analyse des marchés fournisseurs et la négociation, mais de plus en plus des compétences attendues sur les aspects comportementaux, savoir-être, soft skills en anglais, les aspects communication et les aspects influence apparaissent comme les compétences les plus demandées demain au niveau des acheteurs. Je n'ai pas mis en avant les postes de manager et directeur achat dans cette présentation. Je vous renvoie à ces publications qui sont très, très intéressantes pour aller creuser les compétences demandées aux managers et directeurs achats. Et ce qui apparaît nettement, c'est l'importance, je l'ai dit, des soft skills. C'est le fait que ce métier, l'aspect relationnel de ce métier dans le privé et surtout dans le public est maintenant mis en avant. C'est le fait également que le métier est de plus en plus, non pas dans la confrontation et la compétition, même si elle subsiste évidemment, il ne faut pas être complètement naïf, mais elle est de plus en plus dans la collaboration et qu'évidemment, l'acheteur est de plus en plus une femme ou un homme de réseau et que c'est par cette maîtrise et ce rôle carrefour et interface et ce rôle de lien et de liant qu'il va nouer avec ses différents partenaires qu'il va créer une plus-value, une valeur ajoutée au niveau de son organisation. Vous voyez également que par rapport à ce profil de poste, un certain nombre de qualités sont mises à l'avant dans les recommandations que fait le CNA avec Michael Page dans son observatoire de la fonction achat. Donc, il est bien évident que dans la recommandation qui est faite, on est aussi proche là du savoir-être. Le conseil qui est fait par une des 10 recommandations qui sont faites par le CNA et Michael Page, c'est de recruter des personnalités, des potentiels qui ont un certain nombre de qualités que vous voyez apparaître ici. La curiosité, l'ouverture d'esprit, l'humilité, le sens de l'équipe, le relationnel, je viens de le dire, et l'ouverture d'esprit que j'ai évoqué également, pour pouvoir être vraiment un partenaire interne comme externe et s'inscrire comme un rôle clé dans son écosystème, interne comme externe. Natacha Triangle, qui est une spécialiste des achats, qui intervient dans plusieurs formations et qui est docteur en sciences de gestion, experte en achat depuis de nombreuses années, je crois encore rattachée à l'université Grenoble-Alpes. Elle met en avant également 3 éléments clés des compétences de l'achat qui devront être repensées pour demain et après-demain. L'esprit critique, bien entendu, poser les bonnes questions, aussi bien valable dans la dimension responsable de l'acheteur que dans les transformations digitales. La créativité qui va de plus en plus se développer pour, là aussi, développer des solutions nouvelles avec les fournisseurs sur les achats responsables et sur l'apport de l'innovation dans les achats. Bien entendu, également, la pensée computationnelle. Alors, moi, je ne connaissais pas ce terme. C'est la pensée qui permet un peu comme la pensée informatique ou algorithmique, qui permet de résoudre, la capacité de résoudre des problèmes complexes, de les découper en plusieurs parties de façon à ce que la machine, le robot, l'algorithme puissent aider à trouver des solutions. Donc, c'est une approche globale qui vient en complément, évidemment, des outils digitaux et des outils qui sont en train de se développer au niveau d'une manière générale des systèmes d'information achat et pas simplement des nouvelles technologies.
Elle met en avant également dans ses articles, hein, je vous renverrai, et je crois que Nicolas vous transmettra ça également, deux dimensions, l'intelligence collective, l'esprit d'équipe, et puis surtout l'intelligence émotionnelle, puisque son rôle clé à rapprocher du relationnel va être de se mettre dans la peau, hein, empathique, de se mettre dans la peau de ses partenaires, qu'ils soient internes ou externes, et bien entendu des capacités de leadership, vous l'aurez bien compris, dans ce nouveau rôle de business partner, puisqu'il sera beaucoup plus intégré dans les décisions stratégiques de son organisation. Les formations, pour en finir avec ce webinaire, les formations initiales sont évidemment impactées par ces tendances, ce changement d'environnement et de profil, aussi bien au niveau des formations de licence avec l'arrivée des licences pro d'acheteurs, mais aussi des masters 1 et 2 qui initialement étaient très orientés sur les achats industriels, c'est normal, c'est l'histoire de la fonction achat, puis petit à petit le développement vers le global sourcing sur les achats internationaux dans le rôle international qu'avait et qu'a encore dans beaucoup de groupes l'acheteur. Dans le public, les formations classiques dans les facs de droit, de contrat et de droit public, de Master 1 et 2, mutent petit à petit et intègrent des modules achats. On voit même apparaître des formations comme la formation du Campus Esprit, le Master PAP, Performance aux achats publics, des formations spécialisées en achat public qui, en fait, combinent les aspects juridiques, les aspects économiques, l'évolution technologique de la fonction et des métiers de la supply chain, donc pour faire en sorte que ce métier, également dans l'achat public, que ce métier soit renforcé et que dans ces formations, on ne soit pas là simplement à former des juristes de marché public, mais vraiment à former des acheteurs publics qui vont intégrer toutes les dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure et être vecteurs de ces politiques publiques au-delà du simple rôle de sécurisation de l'acte contractuel des achats. Donc, les formations initiales sont en pleine évolution également, puisque les formations traditionnelles ouvrent aussi qui étaient spécialisées en achat industriel, ouvrent également leur formation à des intervenants du secteur public et aussi à des participants qui viennent du public ou qui ont envie d'évoluer dans le secteur public. Dans les formations professionnelles, je tenais à finir ce webinaire en citant une étude très récente menée là aussi par le Conseil national des achats avec l'aide du cabinet Bayo, un benchmark qui a été mené fin d'année, donc il est tout très récent, fin d'année 2021, sur la formation ou les formations des directions des achats. Vous voyez apparaître les thèmes prioritaires qui sont cités par les répondants pour l'année 2022, puisque les questions tournaient autour des formations achats 2022. Les thématiques de business partner apparaissent nettement, les thématiques liées à la décarbonation également, mais aussi traditionnelle stratégie achat, puisque bien entendu, les stratégies achats vont être revues au prisme de ce qu'on a vécu et de l'évolution de l'environnement que je viens de vous évoquer. Donc, une revue complète des stratégies achats sous l'angle risque et opportunité et sous l'angle RSE, sécurisation des chaînes d'approvisionnement et innovation, bien souvent. L'impact de la formation sur la fonction achat, vous voyez, il est essentiel. Il est là pour mettre en avant la performance économique des achats. Il est là aussi, c'est tout l'intérêt des formations professionnelles pour échanger les bonnes pratiques et enrichir la vision du métier, la pratique du métier. Et puis, bien entendu, il participe clairement en tant que levier de transformation de cette fonction achat. La formation est un levier essentiel de l'évolution des organisations achats. Et vous voyez que le retour sur investissement de ces formations est clairement cité à hauteur de 60% par l'ensemble des participants. Les formations privilégiées sont des formations mixtes en blended learning, dirait-on
en anglais, donc un mix de présentiel et de formation en ligne. Le distanciel a bien été maintenu au deuxième semestre 2021. Vous voyez la volumétrie des achats que la plupart de ceux qui ont répondu ont évoqué. Et puis, ce qu'on note également, c'est que de plus en plus de parcours de formation sont mis en place par les organisations qui évoluent et font évoluer leur fonction achat, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, que ces parcours de formation soient certifiants ou pas. On n'est plus simplement à aller former ponctuellement sur un sujet, un module. On est là à construire un parcours de développement de compétences par rapport aux enjeux de la fonction achat. Ce qui m'amène à la conclusion et qui rejoint le titre de ce webinaire, l'acheteur mouton à cinq pattes. On voit bien que ce métier est en pleine évolution, qu'il est multifacette, qu'il intègre beaucoup de nouvelles compétences avec souvent des injonctions paradoxales que effectivement, il y a 5, voire comme Marc, lors de l'introduction, me l'a signalé, 7, voire 8 pattes. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire, comme Marc me l'a signalé, que ce n'est pas forcément un mouton, hein, l'acheteur. Bien au contraire, je le verrais plutôt comme un couteau suisse, comme quelqu'un qui vient rajouter, un acteur de plus en plus reconnu, qui vient rajouter plusieurs cordes à son arc et qui reste sur les fondamentaux de l'achat, avec son approche et sa personnalité d'ouverture d'esprit, de curiosité, à l'écoute de tous ses partenaires, un rôle on l'a dit, de liant, de facilitateur et donc par conséquent aussi de plus en plus pour créer des solutions nouvelles faisant appel à son cerveau droit, hein, plus que traditionnellement à son cerveau gauche très rationnel, très cartésien. Il peut être un couteau suisse pour les organisations dans lesquelles, et il doit être de plus en plus un couteau suisse qui va apporter beaucoup de valeur, on l'espère, à son organisation. Voilà ce que je voulais, en regardant le timing et en me rendant compte, malheureusement, et veuillez m'en excuser que j'ai pris 10 minutes de plus par rapport au timing, Nicolas, mea culpa, mea maximal culpa, que je souhaitais évoquer avec vous. Et je laisse la parole à Nicolas en attendant vos questions, en vous remerciant. Merci Vincent. Effectivement, merci pour cette présentation riche en enseignements. Effectivement, on n'a pas fini d'en parler. Il y a tellement de choses à dire. Alors, nous avons déjà reçu effectivement des réactions, des questions. Il y a certaines réactions et questions que je ne vais pas aborder effectivement parce que tu les as évoquées, tu y as répondu lors de ta présentation. Et je vais, sans perdre un instant, donc formuler les autres questions. Alors, par exemple, étant donné la grille salariale des fonctions publiques, comment le secteur public peut-il attirer des talents nécessaires aux nouveaux métiers? Contrôleur de gestion achat, data manager, etc. Très bonne question. Merci de l'avoir posée. Effectivement, je pense qu'un acheteur aujourd'hui qui est intéressé qui pourrait être intéressé par un poste d'acheteur dans le secteur public, il faut qu'il aille au-delà de ces aspects rémunération qui peuvent effectivement, dans un premier temps, paraître une contrainte, on va se le dire, hein, puisque ce n'est pas toutes les organisations du public qui ont investi, comme par exemple certains ministères et la fonction publique hospitalière, dans un programme de professionnalisation des achats et qui sont allés mixer des profils publics-privés dans leurs organisations pour les aider à monter en maturité. Mais la plupart du temps, on vient aussi dans le secteur public pour trouver du sens à un job, pour également contribuer à l'intérêt général, au service public, bien entendu. Et on trouve aussi un intérêt, je pense, au travail dans le temps long, qui est intéressant également. Je pense qu'aussi, il y a des défis et des challenges à ne pas négliger pour les gens qui aiment construire et développer, c'est le fait d'arriver à un moment clé, un moment charnière, où vous allez pouvoir participer
à la création, au développement, à la construction, bâtir un peu la fonction achat d'aujourd'hui et de demain des structures que vous allez rejoindre. Vous allez rejoindre des structures effectivement qui n'ont pas forcément une grande connaissance du métier achat, donc vous allez essayer de convaincre vos interlocuteurs de l'apport de ce métier achat. Et effectivement, c'est des éléments extra-financiers qu'il faudra prendre en compte. Bien entendu aussi, le fait que la dimension achat responsable, eh ben, elle est intrinsèque et c'est un élément clé aujourd'hui d'une structure publique ou qu'elle soit administration ou entreprise publique. Et aujourd'hui, c'est un axe stratégique qui se déploie de manière très importante dans les collectivités territoriales, dans certains ministères et enfin dans le secteur hospitalier, oserais-je dire. Alors, merci. Une autre question. Alors, je complète ma précédente question. Comment recruter, mais aussi conserver les compétences et éviter un turnover trop important? Alors, là aussi, la question du recrutement, et on peut le mettre en perspective par rapport à un certain nombre d'articles, et dont un que j'ai repéré hier dans les Échos, qui évoquait que d'une manière générale, l'APEC communiquait le fait que les cadres allaient vers un record d'embauche sur 2022 et que l'ensemble des organisations publiques et privées connaissaient aujourd'hui plus qu'une tension, mais vraiment des difficultés de recrutement croissantes. Certains diraient de plus en plus une guerre des talents. Hein, donc, effectivement, de plus en plus difficile de trouver les bonnes ressources. Hein. L'acheteur mouton à cinq pattes, entre guillemets, couteau suisse, devient, dans certains cas, une perle rare également, pour reprendre une autre image. Et cette perle rare, pour bien savoir la recruter, ben, il va falloir se rendre attractif. Il va falloir que les organisations se rendent attractives. Et on se rend compte que, privé comme public, là aussi, les offres d'emploi, quand on a une veille des postes qui apparaissent sur le marché, de plus en plus mettent en avant les facteurs d'attractivité de leur établissement, de leur organisation, de leur entreprise. Tous les éléments d'attractivité, au-delà des aspects purement pécuniaires, sont mis en avant. La qualité de vie, les éléments d'environnement, les challenges, les évolutions, la croissance d'un certain nombre les transformations d'un certain nombre d'organisations, tous ces éléments-là sont mis en avant. C'est plus crucial, effectivement, dans le public, compte tenu du point numéro un et de la question numéro un. C'est d'autant plus crucial, mais c'est un élément clé à mettre en avant, se rendre attractif pour déjà recruter. Après, pour fidéliser, c'est être capable aussi de mener à bien un programme de développement des compétences en interne, de permettre aussi aux acheteurs d'évoluer en interne au niveau de leur portefeuille, au niveau de leurs responsabilités, de réfléchir à des parcours en interne au niveau des métiers, à des certifications aussi, à des formations en continu pour qu'ils développent leurs compétences. Donc tout ça aussi, être à même de proposer plus que les traditionnels 2 jours de formation, vous l'avez vu, par an et par collaborateur ou par agent. Si je restreins la question au secteur public, ça peut être intéressant de leur donner une visibilité sur leur parcours de professionnel, leur évolution professionnelle, et leur offrir la possibilité de se former, d'acquérir des compétences complémentaires via des parcours de formation qui pourront être certifiants. C'est particulièrement intéressant également, et ça peut être un élément d'attractivité au-delà de ceux que j'ai pu citer jusqu'ici. Alors, une dernière question, parce qu'effectivement, on a dépassé le timing. Alors, peut-on dire que la spécialisation des acheteurs peut-on dire que la spécialisation des acheteurs en experts techniques porte aussi sur les frais de fonctionnement, c'est-à-dire hors des achats stratégiques, y compris pour les achats publics? Alors là, ça dépendra effectivement de votre contexte. Je vais essayer de pas faire une réponse catégorique, mais pour des organisations de taille, on va dire assez importante, même sur des achats dits hors production ou achats généraux ou achats indirects, hein, retenez l'intitulé que vous souhaitez, et pas des achats de production directe avec une expertise technique au moins
visible très, très, très importante pour les achats dits généraux au sens large, une spécialisation sur certaines familles de produits va apporter une valeur ajoutée. Ce n'est pas innocent que dans certaines organisations matures, les acheteurs familles spécialisés par segment ou famille de produits, je pense à voyage et déplacement, je pense à gestion de flotte, je pense à télécom, gestion de flotte automobile, excusez-moi, à télécom et informatique, IT, pardon, en anglais. Ces spécialisations qui font partie très souvent des achats assurance également, ou énergie, qui ne sont pas forcément des acheteurs cœur de métier et cible, les acheteurs spécialisés qui sont souvent recrutés à ces postes-là, dans ces structures de mature, sont souvent des personnes qui ont eu un vécu précédemment chez les opérateurs économiques ou chez les fournisseurs, reprenez le terme que vous voulez, à des rôles de vente ou des rôles opérationnels qui leur ont permis de comprendre le modèle d'affaires et de connaître les arcanes du métier pour lequel ils vont aujourd'hui et demain acheter et devenir des spécialistes de la famille d'achat. Donc, intéressant, par exemple, d'être un acheteur voyage et déplacement et d'avoir travaillé auparavant dans une agence de voyage ou dans un acteur du travel management ou de la gestion des managements. Même chose, la gestion des voyages d'affaires et autres. Voilà, pour moi, la spécialisation s'applique aussi à ce type de métier. Plus on monte en maturité, évidemment, dans son organisation achat. Alors merci effectivement Vincent pour ces réponses précises. Comme je disais, malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Nous serions bien restés ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, ce webinaire donc a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé dédiés aux achats, afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont Vincent Dagnas. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ces webinaires. Je remercie Vincent Dagnas pour sa présentation. À bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Merci à toutes et à tous. Merci Nicolas.